Enregistré. Ok. Alors, donc du coup, bienvenue sur ce webinaire. Donc l'idée, c'est qu'on a 1 heure. J'ai bien réussi la dernière fois à gérer le timing parce que ça, c'est ma chose à travailler. Donc, je vais faire pareil. Aujourd'hui, on va bien rester jusqu'à ensemble 1 heure, 20 heures. Si après, vous avez envie de partir avant, ben, vous me le dites, hein, vous partez avant. Je vous oblige pas à rester jusqu'à 20 heures, bien évidemment. De la frustration à la sérénité au travail. Donc l'idée, c'est un webinaire pour comprendre un petit peu les tensions et agir concrètement. Donc vous allez voir, on va balayer 6 différents points. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls points qui existent au monde, hein. Ça veut dire en tout cas que c'est les points qui, moi, selon moi en tout cas, me semblent le plus pertinent. Et alors pourquoi ce webinaire? Parce que du coup, c'est un webinaire dirigeant et salarié à la base. Donc parce que moi, en fait, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on souffre au travail ou qu'on soit pas bien au travail. Et puis de ce que j'observe depuis des années, donc je ne me suis pas présentée, mais je me présente juste après, c'est qu'il y a souvent, j'observe un peu une opposition dirigeant, dirigeante et salarié. D'un côté, il va y avoir le dirigeant, la dirigeante qu'on diabolise un peu. Bah voilà, de toute façon, il ou elle s'en fout. De toute façon, il pense qu'à rentrer ses sous dans les poches. Et puis, enfin, vous voyez, il y a toujours des choses où voilà, un peu la diabolisation du dirigeant, de la dirigeante qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas à comment ça fonctionne, qui s'en fout des conditions de travail, etc. Et de l'autre, il y a le et la salariée qu'on va sous-estimer, que je vois qu'on sous-estime pas mal sur le fait de ce qu'il a, de ses motivations, de pourquoi il est là, de ce qu'il a envie de faire. Voilà, les salariés qui sont en arrêt maladie, ben voilà, ils n'ont pas envie de travailler. Et les salariés eux-mêmes qui se sentent pas forcément écoutés ou incompris, pas vraiment compris dans les difficultés qu'ils peuvent vivre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir allier les deux, parce que moi, je suis convaincue que c'est en alliant les deux et en se comprenant les uns et les autres et en travaillant ensemble que le travail sera moins pénible et avec lequel on va pouvoir plus aller travailler individuellement et collectivement dans des meilleures conditions. Donc pour moi, il y a un aspect individuel et il y a un aspect collectif parce que alors, il y a plusieurs, on va dire, maisons dans tout ce qui est conditions de travail et qualité de vie, conditions de travail et des psychologues du travail, où beaucoup vont pointer du doigt le fait qu'on individualise les comportements. Et je suis d'accord avec ça dans le sens où de toute façon ça reste collectif, sauf que je suis aussi d'accord sur le fait que le collectif c'est une somme d'individus. Et donc du coup, ces individus-là, bah, plus on travaille aussi sur soi, sur comprendre c'est quoi mon besoin, de ce que j'ai envie, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas, et plus je vais pouvoir aussi apporter ça au collectif. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui, voilà, qui ne peuvent pas vraiment trop être séparées. Donc de toute façon, j'ai jamais vraiment séparer les choses et les concepts, je les ai toujours mélangés. Donc c'est ce que je continue à faire, et notamment avec ce webinaire pour les dirigeants et les salariés, et tout le monde ensemble, plutôt que de séparer et d'en faire pour les dirigeants et pour les salariés de manière séparée. Voilà, donc faire autrement, c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible, ça prend du temps, et on va essayer de, voilà, de voir un petit peu avec des actions qui peuvent être mises en œuvre très rapidement et aussi sur le moyen et long terme, parce que c'est comme ça qu'on change les choses, c'est pas forcément en 3 secondes. Donc ce soir, l'idée c'est de mettre en mots, mettre des mots sur ce qui se joue, comprendre les mécanismes psychologiques et organisationnels et d'identifier les leviers concrets pour agir dès maintenant. Donc l'idée c'est que c'est un espace voilà, pour comprendre. On n'est pas beaucoup ce soir, donc n'hésitez pas à intervenir. S'il y a des choses qui sont floues, je vais quand même faire à chaque fois des pauses pour savoir si vous avez des questions, mais n'hésitez pas entre-temps voilà, de pouvoir interagir, pouvoir aussi, ça vous fait évoquer quelque chose, un exemple, etc. Bah voilà, n'hésitez pas vraiment, c'est l'avantage d'être en petit comité. Et il y a donc il y a pas et il n'y a pas une question aussi assez importante de c'est bon ou c'est mauvais, parce que dans ce que on va voir, on aurait plus l'impression que ça peut être du jugement, qu'on va remettre en cause son fonctionnement, mais en fait, c'est pas grave de remettre en cause les fonctionnements, c'est pas grave de voir là où ça pêche. Ce qui est plus grave, je trouve, c'est de ne pas le conscientiser ou de le voir et de faire comme si ça n'existait pas. Un peu comme ça, là, j'ai mes œillères, je regarde pas, parce qu'on se dit, bon, ben, le problème, il va passer. Voilà, je pense que c'est là où il peut y avoir un problème parce que ça ne passe jamais. Voilà, ça fait que s'empirer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier quelles sont les conditions optimales.
pour développer des organisations du travail les plus saines et sereines possibles. Voilà un petit peu ce webinaire. Alors moi, qui je suis? Je suis donc Sarah Moroz, je suis psychologue du travail et des organisations depuis plus de 10 ans. J'ai arrêté de compter à 10 ans. Donc aussi consultante en entreprise. Et j'ai fondé Qui ça conseille. Donc je me suis mis à mon compte il y a 3 ans, un peu plus je crois maintenant. Oui, un peu plus de 3 ans. Parce que j'avais envie de, voilà, de développer plein de choses différentes que je ne retrouvais pas forcément au niveau du salariat. J'accompagne donc les dirigeants et les salariés dans leur transformation du travail en m'appuyant sur des principes issus donc de la psychologie du travail, mais aussi je suis formée en thérapie des schémas, thérapie cognitivo-comportementale, en permaculture au travail et en life designing, enfin, voilà, dans tout ce qui est aussi handicap psychique. Donc je ne fais pas de thérapie, mais j'utilise ces outils-là parce que c'est des façons qui sont intéressantes de comprendre les mécanismes, les schémas qui se jouent pour pouvoir après derrière les identifier, aider les personnes à les identifier et de savoir qu'est-ce qu'on en fait maintenant qu'on les a identifiés, hein. On n'est pas que sur de l'analyse, c'est comment faire pour pouvoir faire autrement. La permaculture au travail, j'ai découvert il y a quelques années avec Jennifer Vigneault, qui est une personne qui travaille à La Réunion aussi, et ça m'a donné une autre dimension à mon activité, une dimension qui lie tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est euh, sujet et théorie en psychologie du travail avec la nature et le monde voilà, de l'environnement, tout ce qui est, tout ce qui est être vivant de façon globale, que ce soit végétal et animal. Et ça m'a vraiment ouvert, on va dire, l'esprit encore plus en me disant, j'ai beaucoup fait le lien avec euh, les théories et ce qui se passe dans les entreprises avec les lois du vivant. Et alors, je me suis dit, mais oui, c'est logique, c'est naturel, ça fonctionne comme ça. C'est tout à fait normal que finalement, ce qui fonctionne dans les entreprises sont en lien avec les lois du vivant et que bizarrement, ce qui fonctionne pas, c'est quand les choses qui se passent sont à l'envers, on va dire, de comment fonctionne la vie. Donc, je passe beaucoup des métaphores par rapport à ça et voilà, j'ai trouvé très intéressant et ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait des entreprises qui se mettaient à fond là-dedans et notamment avec ce livre, La Perma-entreprise. Vous voyez pas trop, voilà, que je vous invite à lire si vous voulez un petit peu vous renseigner sur des différentes façons. Et c'est la preuve qu'on peut faire l'entreprise différemment. Parce que voilà, c'est des entreprises qui sont perma-entreprises et qui ont on va dire des piliers de vie d'organisation du travail qui se lient au monde du vivant. Voilà un petit peu pour moi, sur qui je suis et pourquoi je traite ces sujets-là. Voilà, donc ma mission, hein, c'est un petit peu d'ensoleiller le monde du travail et d'aller essayer de déconscientiser des mécanismes pour arriver à faire en sorte de vivre le mieux possible, en tout cas avec qui on est et ce qu'on veut. Voilà, rapidement, assez de parler de moi, parlons des organisations du travail et voilà les 6 différents points qu'on va aborder là en 1 heure. Il nous reste 40 minutes maintenant, j'ai le chrono qui descend. Ah non, ça va. Si, 40 minutes. Donc, on va parler du stress au travail, on va parler de conditions de travail, de recrutement, les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on soit employeur ou salarié ou même en recherche d'emploi, les problèmes de motivation, parce qu'on entend souvent ça, il faut motiver les gens, donc on va aller voir ce que c'est la motivation et comment ça n'existe pas de motiver les gens. La communication et un 6e point que j'ai mis les 3 petits points, ça c'est pour éviter que les gens partent pour faire trop peur. On le verra à la fin. Euh, ce qu'on va voir. Donc le stress au travail, on entend beaucoup ce mot stress, un peu à toutes les sauces. Il y a aussi différentes écoles, bon stress, mauvais stress. Bah non, le bon stress, ça n'existe pas parce que c'est forcément mauvais. Bah, encore une fois, moi je suis un peu des deux écoles. Pour moi, il y a un bon stress et un mauvais stress qu'on va appeler en psychologie le stress et le distress. Euh, Pourquoi bon stress? Et là, encore une fois, parce que c'est aussi de ma propre expérience qui est un biais, hein, mais quand je prends l'exemple souvent des personnes qui font du théâtre, de la danse, de la musique, etc., je pense pas qu'il y ait une personne qui un jour arrive à rentrer sur scène sans jamais ressentir une pointe de stress. Je sais pas si vous faites des choses comme ça. Non, voilà. Donc en tout cas, je pense pas que même des artistes qui font ça tout le temps, qui ressentent jamais un petit peu ce stress au moment de dire quelque chose, un discours, de démarrer. Et puis il démarre et ce stress, pouf!
ils s'évaporent et ils sont dans leur jus, ils sont dans leur flow, ils sont dans ce qu'ils font et puis ça passe très très vite. Et ben l'idée, c'est pour moi, ça, c'est ce qu'on va appeler le stress. C'est ce stress qui va nous permettre de pouvoir avancer, qui va pouvoir nous dire quelque chose et qui va rapidement redescendre parce que on fait quelque chose qui est OK pour nous. Le stress, pour moi, enfin pour moi et pour d'autres personnes qui le disent et qui font des recherches, va commencer à être problématique quand il ne redescend pas. Quand il ne redescend pas, quand il nous empêche de faire des choses, et donc du coup, quand il ne redescend pas, ça veut dire que tout notre système de santé va sécréter certaines hormones, comme le cortisol par exemple, et le cortisol, il est prouvé que quand il est en forte quantité, il vient ronger les neurones. Et donc après, derrière, ce qui va peut-être expliquer tout ce qui est maladie cardiovasculaire, maladie neurodégénérative et tout ce qu'on va découvrir avec les années qu'on n'a pas encore découvert sur ce que ça génère. Et il est noté aussi donc, que 50% des cadres ressentent souvent ou occasionnellement un niveau de stress intense et plus d'un sur deux un sentiment régulier ou occasionnel d'épuisement professionnel. Et c'est là où ça devient compliqué parce que derrière, ça veut dire que plus de la moitié des cadres, donc potentiellement c'est des dirigeants, passent la moitié de leur temps, plus de la moitié de leur temps à être stressés souvent ou occasionnellement avec quand même de pouvoir ressentir jusqu'à l'épuisement professionnel. Et c'est de là où ce n'est pas normal. Je ne pense pas qu'on prend du plaisir à se ressentir stressé et dans un épuisement professionnel. Et 70% des salariés déclarent un mauvais état de santé mentale et qui estiment cela et que ça nie à leur travail. Ça, c'est des chiffres du baromètre Malakoff. Malakoff qui fait des enquêtes régulièrement et qui est une mutuelle, donc il y a des chiffres aussi par rapport à tout ce qui est arrêt maladie, maladie professionnelle. Et donc chaque année, ils font des études par rapport à ça. Et ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est qu'on ne le prenne pas en compte ou alors que quand on commence à voir que ce stress est là, et qu'un médecin ou des personnes nous disent, nous parlent de arrêt maladie, ouh là là, mon Dieu, non, pas l'arrêt maladie, je peux pas m'arrêter, et je suis faible, et je veux pas être faible. Vous voyez ce mot faible? Eh ben non, ce n'est pas être faible, d'être pas bien, d'avoir du stress permanent, d'être épuisé. Ce sont des signaux que notre corps nous donne. Après, c'est de comprendre qu'est-ce que disent ces signaux. Mais déjà, c'est un signal, c'est-à-dire que mon cerveau, il n'a pas envie de voir, j'ai pas envie d'analyser, et du coup, bah, mon corps trouve ce moyen-là pour dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va du coup aller sur les conditions de travail, sur le deuxième point rapidement, c'est d'arriver après à comprendre. Et l'arrêt maladie, c'est un outil qu'on a la chance d'avoir, en tout cas en France, avec plus ou moins de protection encore, pour permettre de pouvoir prendre du temps. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir passer comme message, c'est-à-dire que qu'on soit dirigeant, qu'on soit salarié, c'est compliqué. On est d'accord que c'est compliqué quand on est dirigeant de devoir remplacer quelqu'un qui a un arrêt maladie, quelqu'un qui ne revient pas. Sauf qu'une personne qui déjà dès le départ se sent pas très bien et va prendre 2 semaines d'arrêt, en tout cas va être en 2 semaines en arrêt maladie, potentiellement reviendra beaucoup plus performante que si une personne résiste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis j'en vois des personnes pendant 5 ans, elles résistent, et sauf que le jour où le corps il dit ça suffit, ça va pas être 2 semaines d'arrêt maladie. Ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus pénible pour la personne qui est en arrêt maladie parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et derrière, pour pouvoir retravailler ça dans l'entreprise et remplacer vraiment quelqu'un, ça va jusqu'à un licenciement ou une démission, ça va être encore plus compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier ces signaux-là. Euh, et ces signaux-là, le stress en entreprise, il y a deux modèles les plus étudiés et les plus communs, on va dire, c'est le modèle de Karasek et le modèle de Sigrist. L'idée, c'est toujours une histoire soit de charge psychologique, donc dans le modèle de Karasek, c'est le charge psychologique, la demande psychologique, qu'est-ce que ça va donner comme intensité en termes de demande, donc en termes aussi de charge de travail, et derrière la latitude, c'est-à-dire le niveau d'autonomie que je vais avoir dans mon travail. Dans ce schéma-là, par exemple, le sujet stressé, c'est potentiellement celui qui va être donc en haut à gauche, où il va y avoir une forte demande psychologique de travail, donc une forte pression et très peu de marge de manœuvre.
Et donc là, c'est vraiment, on se sent un petit peu comme ça, c'est-à-dire comme si j'étais un petit peu emprisonnée, je ne peux pas vraiment bouger, et je me sens sous pression. Et donc, quand on est sous cette pression-là et qu'on n'a pas de marge de manœuvre, c'est là où on va être beaucoup plus stressé. Donc, quand on va aller sur les conditions de travail, ça fait partie des choses à identifier, qu'on soit dirigeant, manager ou salarié. C'est-à-dire que j'arrive à identifier à quel niveau je suis dans la charge, la pression, et est-ce que j'ai de la charge de manœuvre, j'ai de la marge de manœuvre. Si je me rends compte que je n'ai aucune marge de manœuvre, ça peut être déjà de se réfléchir à comment je peux la demander, comment je peux me l'approprier pour peut-être basculer plus dans un sujet actif que stressé. Parce que plus je sens que j'ai le contrôle et le pouvoir sur ce que je fais, plus ça va être facile. Sachant qu'il y a quand même des gens, des personnes qui préfèrent avoir un cadre. Mais il y a des cadres qui peuvent être plutôt perméables et des cadres qui peuvent, ou lesquels on n'est pas d'accord avec ce cadre-là et ça va être d'autant plus compliqué quand on n'est pas d'accord avec ce cadre-là. Et on va dire que le sujet détendu, c'est celui qui va avoir une demande plutôt moyenne de demande psychologique et qui va avoir de l'autonomie. À l'inverse, enfin, on n'a pas là, mais si j'ai aucune charge de travail et que je m'ennuie dans mon travail, on peut être avec aucune marge de manœuvre dans un sujet passif. Il ne peut pas proposer, il va pas pouvoir avoir des activités comme il aurait envie. Et donc là, on peut aller sur un sujet passif et c'est là où on pourrait parler de bore-out, où je m'ennuie. C'est maintenant, il y a des out à tout, hein. Burn-out, bore-out, brown-out. On a tout inventé pour, avec des out. Mais quand on s'ennuie, euh, et qu'on a l'impression de ne pas servir à grand-chose, de servir à rien, bah, ça a aussi un impact sur soi et ça peut avoir voilà, des répercussions sur sa santé mentale. Et on a le modèle de Sigris où on va vraiment être sur une histoire de balancier. C'est-à-dire que l'effort que je donne dans mon travail, est-ce que je retrouve une récompense qui compense? La récompense, elle n'est pas forcément financière. Toutes les études le prouvent, et même à La Réunion, parce que j'ai fait des enquêtes aussi à La Réunion, parce que à chaque fois on me dit, oui, mais La Réunion, c'est pas pareil, hein. Donc j'ai fait une enquête, plus de 800 personnes ont répondu, et dans les conditions de travail, le salaire n'est pas ce qui prime en premier quand une personne décide de quitter ou de ne pas retourner dans une entreprise ou d'y rester. C'est lié, la première des choses, c'est aux conditions de travail. Donc dans la récompense, on a aussi... la reconnaissance, on peut avoir les moyens aussi que je vais trouver dans mon travail, le sens donné à mon travail, la sécurité que ça peut me procurer, l'estime que j'ai, donc le sens que je vais pouvoir trouver dans mon travail. C'est ça, une personne qui n'est pas forcément, ou alors pas bien payée, on va dire, payée dans la moyenne, et qu'on lui propose un travail mieux rémunéré, la personne qui a des bonnes conditions de travail et qui se sent bien, qui se sent reconnue, elle va réfléchir à deux fois avant d'accepter parce qu'elle sait, elle sait qu'il y a ça qui la tient dans son travail. Une personne qui n'a pas de bonne condition de travail, qu'on lui propose autre chose et mieux rémunérée, elle va pas trop réfléchir, hein. Parce que c'est un petit peu comme si on disait, je vais choisir la peste ou le choléra, bah, vaut mieux choisir celle peut-être qui est le mieux rémunérée. Parce que même si, et je ne suis pas sûre si d'ailleurs en face, ça sera la peste ou le choléra. Mais je sais que je pars de quelque chose où je suis pas bien et en plus avec quelque chose qui est mieux rémunéré. Donc la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est d'être toujours pas bien, mais mieux rémunéré. Et encore une fois, si je suis pas bien, c'est pas la rémunération qui fait que la personne elle va rester un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Ça va pour le stress? Je vais rapidement, hein. Je vais rapidement parce que c'est beaucoup lié au deuxième point que je voulais aborder dans ce webinaire, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail qui vont être notamment liées aux risques psychosociaux. Euh, la pression dans notre travail, la pression qu'on va ressentir, la sensation que ça ne s'arrête jamais, la charge mentale écrasante, c'est ce qu'on va identifier dans les risques psychosociaux. Dans les risques, on a les risques professionnels qui sont liés aux charges, à se faire mal, à se cogner, au risque d'incendie, au risque d'être en lien avec des matériaux pour le corps, etc. Et puis on a tout ce qui est lié au stress, à l'état psychique que je vais avoir dans le travail là, donc d'où le stress. Et c'est là où on va parler des risques psychosociaux qui englobent l'intensité du travail, donc la charge de travail, et on l'a vu sur le modèle de Karasek, la demande psychologique, le manque d'autonomie qu'on retrouve dans le modèle de Karasek, la pression temporelle, les conflits de valeurs aussi, les conflits de valeurs.
Alors, c'est pas vraiment dans le modèle de Sigris, mais dans cette notion de reconnaissance, si dans ce que je fais, c'est en lien avec mes valeurs, que je trouve qu'il y a du sens dans ce que je fais, pour moi, pour le monde, pour les autres, eh ben, on va davantage être bien dans son travail plutôt que l'inverse. Et donc là, ce qu'il faut faire attention quand on est salarié, autant quand on est dirigeant, donc salarié pour soi-même et pour pouvoir derrière identifier des choses qui vont pas, qui permettent derrière de prévenir l'épuisement professionnel et de faire du coup des demandes par rapport à ça. Et les dirigeants de faire attention par rapport à ses salariés. Quand on a des indices, tiens, une personne elle est pas là ou souvent absente alors qu'elle n'a pas l'habitude d'être absente, on sent qu'il y a un changement de comportement, c'est de pouvoir identifier et de commencer à faire une petite analyse de ce qui pourrait faire que les conditions de travail viennent. Alors le mieux c'est de demander, hein, mais déjà de pouvoir identifier, est-ce qu'il y a des urgences permanentes? Parce que souvent on dit oui mais des urgences, sauf que les urgences quand c'est tous les jours, c'est plus une urgence, hein, quand c'est quelque chose qu'on peut planifier. Les urgences, c'est vraiment quelque chose de ponctuel, alors qu'il y a des structures où c'est des urgences tous les jours. Bah non, quand c'est tous les jours, c'est potentiellement une mauvaise organisation. Se dépêcher souvent au travail, toujours être ou toujours dans son travail, les émotions cachées. Parce que souvent aussi en entreprise, on a l'impression, j'entends tout le temps, des personnes qui se sentent pas bien et qui ne le montrent pas. Ils attendent d'être chez eux pour pleurer, pour crier, pour pas être bien. Et au travail, c'est poker face. Alors, poker face, on a l'impression qu'on est poker face, sauf que ça se ressent. Les gens le ressentent. C'est comme les enfants, on pense qu'on peut leur cacher des choses, on leur cache rien du tout aux enfants. Sauf que on ressent les choses et qu'on va interpréter ce qu'on ressent par rapport à ses propres connaissances de la situation et ses propres filtres. Et donc, du coup, les personnes vont se faire des idées de pourquoi peut-être la personne elle dit pas bonjour, pourquoi elle est peut-être plus gronchonne, pourquoi elle est pas de bonne humeur. Et ça sera jamais vraiment la vraie raison pour la personne. Donc pourquoi on doit cacher ses émotions au niveau professionnel? Moi, j'en sais rien, mais j'incite les personnes à ne pas les cacher pour pouvoir les exprimer parce que la plupart des êtres humains, sauf peut-être un petit pourcentage de la population, mais c'est un petit, est empathique. Euh, on est prosocial. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui le montrent, depuis tout petit bébé, notre nature à nous, c'est d'aider, c'est de comprendre l'autre. Donc une personne on va voir sa détresse, on n'est pas, enfin, on peut pas être insensible à ça. La plupart des personnes ne seront pas insensibles. Les personnes qui sont insensibles face à ça, c'est aussi des indices en tant que salarié ou même dirigeant de peut-être penser à sauf qui peut. Parce que est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec des personnes qui sont insensibles et qui ne font pas preuve d'empathie, notamment quand c'est du management ou de la direction dans une entreprise? Ça donne quand même des indications sur comment l'entreprise est gérée. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier aussi par rapport aux demandes, aux objectifs, aux urgences, la complexité, euh, sans contrôle suffisant ou alors en surcontrôle qui peut derrière aussi avoir un impact. Donc voilà, c'est de pouvoir vraiment identifier quand la demande est élevée et qu'en face, on a peu de contrôle, pas de soutien ou alors trop de contrôle, ça peut venir avoir des risques sur la santé, au travail. C'est pas neutre et à la longue, ça use. Donc, comment faire globalement? Au niveau dirigeant, être à l'écoute. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de l'autre, ça ne veut pas dire je t'écoute, mais dans ma tête, je suis déjà en train de réfléchir à mais pourquoi et quelles raisons et ça m'embête pour ci et ça m'embête pour ça. Et de toute façon, je suis sûre qu'il me dit ça, mais en fait, c'est parce qu'il a trop envie d'aller faire autre chose. C'est vraiment d'être à l'écoute de la personne sur ce qu'elle ressent du côté de la montagne. Dans la communication non violente, il y aura une partie de la communication, c'est chacun sur sa montagne. Je suis à l'écoute quand je suis vraiment sur l'autre, la montagne de l'autre, et pas en train de moi réfléchir et avoir mes propres croyances sur pourquoi l'autre, ce qu'il ressent et pourquoi il fait les choses. Être sceptique, c'est être sceptique, du coup, justement, ça permet d'être en l'écoute. Quand je suis en train d'écouter quelqu'un et en train de me dire dans ma tête, oui, mais en fait, je suis sûre que c'est pas vrai, mais je suis sûre que c'est pour ça, je suis en train de voir que j'ai mes propres juges intérieurs qui sont en train de prendre la place et que je suis plus dans l'écoute. Et si l'autre est en train de me dire la vérité? En tout cas, il est en train de me dire quelque chose et c'est là-dessus que je dois travailler.
C'est être sceptique quand je suis en train de prendre une décision, que moi je suis persuadée que c'est la bonne décision. Est-ce que vraiment c'est la vie de tout le monde? Et donc, c'est de questionner. Quand je ne suis pas sûre et que je suis dans mes suppositions, c'est de pouvoir questionner le salarié sur ce qui va pas, sur qu'est-ce qu'il est en train de ressentir, sur c'est quoi ses besoins. Et donc, ça s'apprend aussi de questionner, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a des formations qui existent, il y a des accompagnements qui existent pour pouvoir développer ces compétences. Ce sont des réelles compétences. Et puis côté salarié, c'est de pouvoir prioriser. Moi, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi mon cadre? Et ben voilà, deuxième point, poser son cadre. Et c'est important de l'identifier parce que quand je l'identifie pas, et ben c'est là où l'épuisement peut arriver. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dire non, je ne suis pas en capacité de dire non. Et c'est de verbaliser quand ça ne va pas, c'est de pouvoir le dire, d'identifier ses besoins et de pouvoir dire, voilà, là j'ai un problème, j'ai un problème. Je suis tout le temps stressée et ça ne me va pas, j'ai la boule au ventre pour venir travailler, il y a un truc qui va pas. Et peut-être que je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je peux demander, voilà, j'ai besoin qu'on voit ensemble comment m'aider. Et ce n'est pas être faible de demander de l'aide, c'est pour moi la chose la plus courageuse qu'on peut faire, comme aller voir un thérapeute. Pour moi, c'est la chose la plus courageuse qu'on peut faire, d'aller être accompagné et faire des demandes par rapport à ça. Ça va? Des questions peut-être, des éclaircissements, Ok. Troisième point. Les recrutements. Alors, pour les dirigeants, mais autant pour les salariés qui auraient envie de changer de travail ou les demandeurs d'emploi. Parce que tout à l'heure, je parlais de, ben, les gens, ils vous écoutent pas, les gens. Les managers ou les dirigeants, je parle, je pose mes besoins, mais je me sens pas écoutée. Et puis, je me suis mise à pleurer, les personnes, elles ont rigolé. Et donc là, c'est pas votre faute, d'accord? C'est l'autre qui est pas à l'écoute. Et donc, potentiellement, sortir de cette situation est une stratégie parmi tant d'autres. Sauf que c'est pas facile parce qu'il y a plein de peurs derrière et plein de croyances. Et c'est pareil pour les dirigeants, les managers qui recrutent, les RH. Il y a plein de choses qui viennent. Eh ben, je suis trop vieille, et des personnes, elles sont trop vieux, trop vieilles, c'est une femme, c'est un homme, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, pas assez diplômé, pas assez d'expérience, trop d'expérience. Ah, la personne, elle est au RSA, ça pose problème. Oh là là, elle a trop d'expérience, elle est instable, cette personne, ça va pas aller. Oh là là, les personnes, j'ai marqué exprès, hein, les vieux, ça coûte trop cher, je pourrai jamais payer ça, il voudra trop le salaire. Les jeunes, de toute façon, ils veulent pas travailler. Enfin, vous voyez, on entend tout et son contraire dans la recherche d'emploi ou dans le recrutement. Et donc, à un moment donné, qui a raison? Bah, tout le monde et personne en même temps. L'idée, c'est de pouvoir écouter et être sceptique et se dire qu'est-ce que moi je veux. Donc, dans les recrutements, il y a plein de choses. Ça peut être des CV anonymes pour éviter d'être dans des biais parce que notre cerveau, en fait, il a des croyances, un cadre et il est très feignant. Il reste sur ce cadre-là. Et tant que je ne le conscientise pas, je vais être auto-guidée par ça. Si moi, je suis une femme et de 50 ans et que je suis dans mon emploi et que ça va pas du tout, que j'ai tout essayé, que j'ai parlé, que j'ai dit que ça allait pas et que personne ne m'écoute, je ne réfléchis même pas au fait que je pourrais trouver un travail ailleurs parce que je me dis, oui, mais moi, de toute façon, à 50 ans, personne ne voudra me recruter. Du coup, j'essaye pas. Alors que quand on est salarié, c'est quand même le meilleur endroit pour commencer à chercher ailleurs. Parce que déjà, on a cette sécurité de l'emploi, parce qu'on a quand même cette sécurité du salaire, etc. On peut aussi utiliser l'arrêt maladie, parce qu'on a vu que ne culpabilisons pas à un moment donné quand on a tout essayé pour faire bien et que ben, ça ne fonctionne pas, il y a cet outil-là. Et derrière, ça permet de pouvoir aller chercher ailleurs. Et en plus, quand on n'est pas en recherche d'emploi et qu'on est salarié, c'est là où on est le plus disponible, on va dire. Et donc, c'est là où on, potentiellement on nous dit le plus oui, parce qu'on n'est pas en attente vraiment de quelque chose et on n'est pas dans une énergie de manque. On est dans je cherche ce que j'ai envie. Et là, bah, dans les énergies, c'est moins, c'est moins tendu. Donc, niveau recrutement, des CV anonymes, du recrutement collectif, ça peut être aussi d'utiliser l'intelligence collective pour pouvoir voir comment ça se passe dans du collectif et se faire plein de suppositions. Ah, cette personne, bah, elle est trop jeune, de toute façon, les jeunes, ils peuvent pas travailler. Bah, est-ce que c'est vrai? Bah, non, peut-être pas. Est-ce que vraiment, autour de moi, j'ai pas des jeunes qui sont super? Et là, je vous donne un exemple. Je suis allée voir la semaine dernière un film du festival Cinéma au féminin.
Et ben, les jurys, c'était des jeunes de 18-25 ans avec enfin, qui ont une posture, qui ont parlé devant le micro, devant un amphithéâtre. Et voilà, la première chose que je me suis dit, et il y a des gens qui disent que la jeunesse, elles ont peur pour le futur. Moi, j'ai clairement pas peur pour le futur, hein. Les jeunes, ils sont incroyables. Encore faut-il être à la page pour, dans le monde dans lequel on vit. Questionner sur ce qu'on aime vraiment faire quand on est salarié, ça peut être ou même demandeur d'emploi, c'est le moment de pouvoir se dire ben, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui m'embête, et de pouvoir aussi, quand on est dans le recrutement, questionner qu'est-ce que les personnes elles aiment faire. Et moi, quand je postule et que j'échange, c'est d'échanger sur qu'est-ce qui je suis et qu'est-ce que j'aime faire, plutôt que souvent ce qui se passe dans un recrutement. Les personnes qui se présentent, elles lisent leur CV. En gros, elles vont nous redire tout le CV. Mais le CV, le recruteur, ils l'ont déjà. Moi, quand je recrute, j'ai déjà le CV. Est-ce que vraiment j'ai envie que la personne, elle me reparle de ses expériences? Moi, quand je recrute, j'ai envie de connaître la personne. Et c'est pour ça que j'ai mis avatar. Non, si vous avez la référence, quand ils disent je te vois. Il voit la personne dans son entièreté, sur qui elle est, tous ces talents qui définissent une personne. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire quand on recrute et aussi quand nous-mêmes, on est dans une démarche de chercher ailleurs, voilà. Et donc de faire confiance à soi, à ses compétences et de faire confiance aux personnes. Il n'y a personne sur cette terre qui est là, qui ne sert à rien. Moi, je défie toujours des personnes de trouver quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, on m'a pas encore trouvé de choses qui ne servent à rien. Je vous invite à, si vous avez une idée, de pouvoir me le dire. Donc, la partie recrutement, parce que c'est vraiment cette porte d'entrée et sortie avec le monde de l'entreprise. Et plus je vais chercher aussi moi-même dans le questionnement quand je recherche une entreprise, plus je vais être dans le questionnement sur l'entreprise, bah, à quoi elle sert, quelles sont ses valeurs, c'est quoi ses besoins, avec qui elle aime travailler, plus je vais pouvoir aussi, moi, identifier si c'est une entreprise potentiellement qui me plaît. Et d'ailleurs, quand on est en libéral et quand on travaille, c'est aussi comme ça que je peux trouver des clients et avoir la capacité de dire oui ou non avec qui j'ai envie de travailler en fonction de ça. Donc plus je connais, plus je vais pouvoir euh, choisir, parce que l'idée, c'est de choisir. Et ce sera le sixième point. Ça va pour cette partie-là? Oui, J'essaie de oui. garder, il reste un quart d'heure. La motivation au travail. Alors ça, c'est souvent ce que j'entends, c'est mais comment on motive les gens? On ne motive pas les gens. La motivation, ça se donne, ça ne se donne pas, ça se communique. Dans la motivation, on va trouver deux types de motivation. La motivation intrinsèque, celle qui est liée à moi. Par exemple, moi, ce qui me motive, c'est de faire sourire les gens, c'est de pouvoir voir que ce que je fais, ça sert à quelqu'un, de pouvoir voir des déclics chez les gens. Ça, c'est vraiment ce qui me motive à l'intérieur de moi, ce qui me donne de l'énergie. Les motivations extrinsèques, c'est tout ce qui va être lié à l'extérieur, par exemple la rémunération. La rémunération est une motivation intrinsèque. Pouvoir faire du travail sur moi parce que grâce à cet argent, je vais pouvoir acheter des livres, me faire des formations, pouvoir m'alimenter moi intellectuellement et de développement personnel. Là, c'est de la motivation intrinsèque, c'est lié à moi, mais grâce à quelque chose d'extrinsèque. Tous les études le montrent aussi, la motivation intrinsèque est toujours plus forte que la motivation extrinsèque. D'où, quand une personne, elle veut partir, qu'elle est motivée par le salaire, c'est parce que derrière, on n'a pas suffisamment creusé les motivations intrinsèques, c'est-à-dire qu'est-ce qui donnerait envie à la personne d'agir, qu'est-ce qui, chez elle, est important. Et ça se parle, mais moi, je vois rarement des managers ou des dirigeants qui vraiment ont un échange profond avec chaque personne sur qu'est-ce qui les motive dans la vie, qu'est-ce qui leur donne envie d'agir, c'est quoi qui est important pour elles. Et ça devrait se faire à chaque entretien individuel déjà au minimum, mais même à l'entrée, c'est-à-dire que derrière ces motivations-là, comment je vais pouvoir les instaurer et les utiliser dans mon entreprise et moi-même, en tant que salarié, quand je connais ça, c'est comment je vais pouvoir proposer ça dans l'entreprise pour pouvoir créer mon activité à l'image qui me va, en répondant forcément aussi aux attentes des entreprises. Et donc, des pistes d'action pour ça,
bah, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de comprendre ce qui motive les gens, comprendre ce qui donne de l'énergie, de l'enthousiasme et identifier comment je peux utiliser ça comme levier pour mes entreprises, pour mon entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire qui va aider à monter en chiffre d'affaires plutôt que stagner ou diminuer. Donc, l'idée, c'est de sécuriser ses besoins psychologique, de repenser le travail. Mais souvent, c'est compliqué parce que quand j'ai mon entreprise, qu'elle est à moi, hein, qu'elle est à moi, mon entreprise, que je dirige mon entreprise, j'ai envie qu'elle soit comme ça et comme ça et comme ça. Mais sauf que derrière, je compose avec plein d'humains. Alors oui, l'entreprise, c'est pas la leur, sauf que en termes de motivation, ça n'existe pas des gens qui ont vraiment envie de rien faire, c'est pas vrai. Parce que des gens qui ont vraiment envie de rien faire, ce sont des gens du coup qui restent chez eux à regarder le plafond au-dessus de leur lit. Ça existe, ça s'appelle la dépression. Mais au-delà de ça, les personnes même qui restent chez elles, elles font des choses, du ménage, aider des gens de leur famille, des choses créatives, du jardin, des associations. Les gens, on ne peut pas, on a besoin, l'humain a besoin de se sentir utile. Donc, repenser le travail, c'est de pouvoir utiliser, ben justement, faire confiance aux gens et comment ces personnes-là, avec tous les talents qu'elles ont, je peux l'utiliser pour pouvoir faire grandir mon entreprise. Travailler sur la notion de charge et de ressources. Installer la sécurité psychologique, ça veut dire de oser parler, oser agir, oser demander, oser dire. Mais là, ça vient travailler sur plein de croyances et de peurs qu'on a, avec plein de schémas qu'on a. Et donc, c'est pour ça que ça se travaille, ça s'identifie. Et notamment en thérapie, ça se travaille ou avec du coaching. Parce que voilà, quand on a peur en entreprise de dire j'ai fait appel à un psychologue, on fait appel à des coachs. Alors, potentiellement, ce sont des outils qu'utilisent les psychologues, notamment en TCC, hein, c'est comment aller vers l'action. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire du coaching, mais ça vient des États-Unis à la base avec l'école Palo Alto, qui est une école en psychologie, etc. Voilà, donc on utilise le questionnement et de comprendre ce qui s'y joue. Rendre le travail utile et visible. Euh, qui aime faire des choses qui ne servent à rien ou que j'identifie qui ne servent à rien? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça, ce n'est que mon avis. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît de faire des choses qui vous pensez que ça sert à rien? Hmm. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Et ça sert pas à rien peut-être pour quelqu'un d'autre, hein, mais moi, si je trouve que ça Mm. sert à rien, bah, concrètement, bah, la motivation, forcément, déjà, une, elle va pas être là. Et puis, je vais le faire et potentiellement, je serai en dissonance cognitive, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est pas du tout avec ce qu'on est en train de faire. Et c'est là où l'épuisement arrive, hein, parce que ça met la dissonance cognitive, c'est quand il y a cette balance-là qui s'étire et ça me met dans un stress. Et donc, on va tout faire, notre corps va tout faire pour arriver à équilibrer. Et c'est de différentes façons, soit en changeant sa façon de penser, soit en changeant ce que je suis en train de faire. Mais si je reste dans cette dissonance-là et que je trouve pas une solution, bah, c'est là où l'épuisement peut arriver. Ah, il y a Garantir les... un petit Oui, problème. t'as un problème? Sarah, ça... Oui, Ouais, ok, c'est c'est bon? reparti. Ok, très bien. C'est Il y a eu un petit... d'avoir des bugs de connexion. Ouais, Garantir l'équité, parce que souvent, ce que je vois en entreprise aussi, c'est qu'il y a souvent de la justice, de l'injustice organisationnelle. Et alors, de l'injustice organisationnelle, j'en ferai un webinaire dédié à ça, et puis j'ai écrit des articles sur mon blog par rapport à ça, parce que vous avez euh, tout ce qui est lié à la justice distributive, donc tout ce qui est lié à l'argent, la justice, l'injustice au niveau des relations. Voilà, il y a différents types d'injustice, et quand je ressens cette injustice-là, bah, ça casse tous les ponts de motivation déjà et de relation et de confiance avec le dirigeant et le salarié, entre dirigeant et salarié. Et donc l'idée pour faire tout ça, c'est d'arriver à clarifier ces attentes, parce que si je ne sais pas moi-même c'est quoi mon besoin et c'est quoi mes attentes, ça va être très compliqué pour l'expliquer et pour pouvoir le dire à l'autre. D'où la communication. La communication, ça peut être soit un terreau, soit un poison. Et là, je vous invite si vous ne l'avez pas, de pouvoir lire ah, je l'ai là. Le livre Les mots sont des fenêtres ou des murs de Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, ou à vous former par rapport à ça, surtout quand on est dirigeant, manager, mais pour moi même salarié, parce que l'idée,
de base, c'est d'arriver, c'est un peu le modèle OSBD. C'est pas un peu, c'est le modèle OSBD. Observer, c'est-à-dire première des choses, c'est j'observe sans évaluer. Ah, c'est bien, c'est pas bien. Non, mais c'est nul. Oh non, je devrais pas penser ça. Oh, mais quand même, je devrais être contente parce que j'ai quand même un salaire. Non, c'est juste j'observe ce qui se passe chez moi. J'observe ce qui me va, ce qui ne va pas. Et donc, du coup, quel sentiment et j'exprime en je. Eh bien, je ressens quoi? De la colère, de la tristesse, de la peur. Je me sens anxieuse, je me sens... Et derrière, c'est d'aller identifier c'est quoi le besoin. J'ai peur de quoi? Donc c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me rassurer? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de ne pas être en colère? Parce que la colère, elle me dit, bah, tiens, il y a une valeur. En général, la colère, c'est un système de valeurs. C'est ce qui n'est pas respecté ou d'un besoin qui n'est pas respecté. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on ne parle pas d'action, c'est un besoin. Et ben moi, j'ai besoin que quand on me demande de faire un projet, le cadre il soit clair. C'est-à-dire que je sache où je dois aller, c'est quoi l'objectif, et que ce soit clair et que c'est pas flou. J'ai besoin de clarté, par exemple. Et là, je vais pouvoir faire une demande sans exiger, parce que c'est pas parce que je demande qu'on va me dire oui, pas de souci, hein. Ça marche pas comme ça serait trop facile. Et puis chacun a des besoins. Donc bah, peut-être que moi, mon besoin ne répond pas aux besoins de l'autre. Et donc c'est là où chacun, quand il sait communiquer, va pouvoir parler de ses besoins et trouver des terrains d'entente. Et c'est là où intervient le sixième point, celui dont je voulais pas vous parler au départ parce que ça pourrait parler de de faire peur, c'est cette notion de courage et de co-responsabilité dans les entreprises. Et là, je vais parler, justement, j'ai eu un retour sur le dernier webinaire et c'est intéressant et je le rajoute là, c'est qu'il y a aussi des dirigeants et des managers, et alors surtout des dirigeants, et j'en connais quelques-uns parce que dans mon blog, je fais des interviews dans des entreprises qui essayent de faire les choses bien. Et c'est pas parce qu'on essaie et qu'on a envie de faire les choses bien que ça fonctionne. J'entends sur des personnes qui ont très envie de développer les conditions de travail, d'amener de la qualité de vie dans le travail et qui ont envie de travailler sur tous ces points-là et qui me disent, mais moi j'essaye de mettre plein de choses en place, mais les salariés, ils font pas ou ils veulent pas ou alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est pas parce que moi j'ai envie de faire quelque chose que les autres sont prêts à faire, hein. C'est comme, alors moi je travaille beaucoup avec les accords Toltec et il y a notamment un livre que j'ai lu sur manager avec les accords Toltec, ou je crois que c'est un truc comme ça. Si demain moi j'ai 20 personnes sous ma responsabilité et que demain je dis allez on va faire le travail avec les accords Toltec, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Eh ben, les gens, ils savent pas ce que c'est, ils ont de quoi elle nous parle, et nous, on fait comme ça, et c'est très bien comme ça. Ah oui, j'aimerais bien avoir plus les conditions sont meilleures, mais en même temps, eh ben, on a l'habitude de faire comme ça. Et donc, le changement, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pas parce que j'ai envie que tout de suite, ça va se faire. Par contre, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour arriver à amener petit à petit, et c'est surtout à amener en co-construisant avec le collectif. Mais là, encore une fois, des dirigeants diront, oui, mais moi j'essaye, je fais des groupes, mais justement, j'ouvre des groupes de parole et personne s'inscrit. Et c'est là aussi où intervient la notion de co-responsabilité. C'est-à-dire que si moi, je suis toujours en train de râler, et quand je dis râler, c'est déjà d'identifier, parce qu'on peut râler toute sa vie sans se rendre compte qu'on râle. Hein, ça existe. Euh, mais quand il y a un râlement, une plainte, je pose des mots créoles comme ça, quand on va commencer à se plaindre, c'est de identifier, ouh là, il y a un truc qui va pas. Et donc, je ressens du stress en général, il y a de l'émotion, et c'est là où je peux découler mon OSBD, hein, j'observe, il y a une plainte, mais du coup, c'est quoi mon besoin? Et comment moi, individuellement, je vais faire les choses pour répondre à ce besoin-là? Et donc, si chacun peut travailler en co-responsabilité, ça permettra derrière d'avoir un collectif où on va pouvoir avancer ensemble. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que notre cerveau est un peu feignant et je vous invite à l'expérimenter. Je vais vous demander de croiser les bras. OK? Maintenant, vous allez changer, mettre à l'envers, c'est-à-dire que celui qui est au-dessus va en dessous, enfin, vous changez de votre de côté. Vous vous sentez à l'aise comme ça? Moins bien, hein? Ouais.
moins bien. Et moi, en plus, en général, je dois réfléchir un peu. C'est-à-dire que naturellement, je vais faire comme ça. Et pour changer, j'ai réfléchi. Il faut que je me mette comme ça. Et celui-là, il est là. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est pareil. Bah, c'est parce que ça, on a l'habitude. C'est facile, ça prend pas d'énergie, c'est automatique. Alors que quand je commence à changer mon habitude, ça demande plus d'énergie, plus d'effort. Et donc, franchement, c'est un peu chiant. Donc, pourquoi je changerais et pourquoi je ferais autrement que comme ça? Et donc, tout ça de manière très inconsciente. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et ça démarre déjà par conscientiser. Euh, alors, il y a un petit exercice que je vais pas faire ce soir. Euh, Conscientiser, parce que plus je conscientise ce qui va pas, plus je peux en discuter et en parler. Et si chacun et chaque individu arrive à faire ça, bah forcément, dans le collectif, il y a quelque chose qui va se transformer. D'où que pour moi, il y a aussi de l'individualité dans le collectif. Mais clairement, si moi toute seule, je communique super bien, je suis co-responsable parce que voilà, je vois qu'il s'est passé ça et que je comprends qu'en même temps, je l'ai cherché parce que moi, je l'ai... Bah, nanana. J'ai vu tout ça, j'y arrive, le travail, mais que derrière, les conditions de travail, elles sont toutes pourries parce que, on me met beaucoup de activités, qu'il n'y a pas d'écoute. Forcément, ça va rien changer à ma vie et à mon bien-être au travail, hein. Mais ces conditions de travail, elles sont définies par des dirigeants, par des managers. Et donc, si eux, individuellement, les managers et les responsables se posent des questions, analysent et voient un petit peu les points qu'on a vus jusqu'à maintenant, ben, du coup, c'est voilà, 1 plus 1. Ça permet d'avancer et ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on ne change pas non plus des habitudes et des conditions de travail en 3 semaines. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir accompagner au fur et à mesure, réfléchir, co-construire et de se mettre un laps de temps. C'est-à-dire que est-ce qu'on se donne 6 mois et qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 6 mois-là et pour avoir des indicateurs pour pouvoir analyser c'est ce qu'on essaye, ça fonctionne ou pas. Et peut-être que ça fonctionnera pas, mais on aura essayé et on aura appris de ce qui fonctionne pas pour pouvoir faire autrement. Et ça prend du temps. Et là, on se dit, oui, mais on n'a pas le temps de faire tout ça. Encore une fois, ça, c'est une croyance, euh, parce que le temps, déjà, il s'arrête jamais, il est infini. Par contre, c'est comment moi, je peux arriver à utiliser ce temps-là, combien de temps je peux me donner par semaine pour faire ce travail-là, et quels sont les bienfaits que je pourrais avoir à moyen et long terme. Parce que, encore une fois, c'est prouvé que des personnes qui sont bien dans leur travail, sont plus productives. Et derrière des personnes plus productives, c'est aussi derrière une meilleure rentabilité pour l'entreprise, moins d'arrêts maladie, moins de maladies professionnelles, moins d'absentéisme. Et donc derrière, oui, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, peut-être financier en termes de temps, mais derrière, quelles sont les répercussions? Elles sont positives, c'est sûr. Euh, donc pour résumer, nos habitudes de fonctionnement peuvent nous aider comme peuvent nous limiter. Ça peut nous bloquer dans certaines situations. Bien souvent, ce sont des mécanismes qui sont inconscients parce que c'est des habitudes, c'est des croyances, c'est des choses qu'on s'est construites, des représentations sociales. Et donc du coup, ça guide automatiquement nos comportements et donc d'où l'intérêt de pouvoir le conscientiser. Et pour cela, ça demande d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. Et la communication est quand même une clé puissante pour pouvoir interagir et travailler ensemble. Les problématiques, elles sont souvent systémiques. C'est pas juste quelque chose. J'ai déjà eu des personnes qui me disent, oui, mais voilà, eh ben la personne, il y avait ça qu'il faut. Ben clairement, elle avait envie de pas travailler, donc elle s'est mise en arrêt maladie. C'est pas que ça. Pour quelles raisons il y a des personnes qui vont au sac qu'il faut et qui le lendemain sont là au travail quand même parce qu'il y a des collègues, parce qu'il y a des choses, ou qui mettent vraiment un congé parce qu'ils se disent, ben voilà, comme ça c'est mon congé, j'anticipe. Alors qu'il y en a d'autres qui vont pas le faire parce que peut-être que derrière, il y a eu des couches et des couches et des couches et des couches et qui se disent, eh ben, après tout, ben, moi, ça se passe comme ça, donc ben, je vais faire comme ça. Donc c'est systémique, il y a plein de choses qui s'accumulent. La remise en question individuelle et organisationnelle, elle est incontournable pour une organisation du travail saine et durable. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça qu'il y a des accompagnements qui existent. Donc, euh,
des accompagnements qui sont financés des fois par les OPCO. Les OPCO, donc c'est les organismes qui financent tout ce qui est formation, accompagnement. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, j'accompagne individuellement et collectivement les entreprises et les salariés. Donc les entreprises bah, via du diagnostic, parce que pour moi, c'est la base. C'est de pouvoir diagnostiquer, de savoir d'où on part. C'est systémique, il y a plein de choses, donc il faut pouvoir identifier un petit peu tous les points qui font qu'une une organisation, donc tout ce qui est lié aux risques psychosociaux, hein, notamment les points des risques psychosociaux. Dans la gestion de conflits aussi, les cellules d'écoute, des groupes de discussion, diagnostic risques psychosociaux, et dans le recrutement aussi, dans le conseil. Et au niveau des salariés, j'accompagne davantage sur justement ce questionnement dans l'évolution professionnelle, quand on a des doutes, quand on a des situations compliquées. Donc, soit il y a des bilans de compétences qui est individuel. Alors, voilà, je le fais, mais euh, c'est pas ce que je préfère faire parce que il y a plein de choses qui sont à travailler et que je trouve en collectif qui ont une pertinence de le faire. Et c'est pour ça que j'ai développé Oser, qui est un parcours sur 9 ateliers, 9 rendez-vous donc du collectif et de l'individuel qui permet de pouvoir utiliser l'intelligence collective pour aller sur différents points. Et le bilan de compétences, c'est très chouette, c'est un super outil, mais c'est vrai que je pense que le contour de la loi ne correspond plus vraiment aux besoins actuels des personnes parce qu'on est beaucoup plus aussi sur des questions de développement personnel, de questionnement sur soi, d'introspection, qui à la base, le bilan de compétences ne sert pas à ça, à la base. C'est comme ça que je l'accompagne quand même, mais voilà, c'est pour ça que j'ai créé Oser, pour que ce soit quelque chose qui ressemble plus aux besoins. Voilà pour ça. Et donc, en avant-première, vous êtes les 2 premières personnes qui voient le planning que j'ai fait ce week-end. Parce que l'idée, c'est que je puisse animer des ateliers, des webinaires une fois par mois. Alors, je voulais faire une fois tous les 2 mois et finalement, j'adore ce format. Donc, et comme en plus, je vais utiliser chaque point, les 6 points-là, de pouvoir les détailler plus en détail, en profondeur, 1 heure vraiment sur chaque thématique. Donc voilà, ça c'est le webinaire, les webinaires que je prévois de faire sur le 2026, en tout cas les 6 premiers mois. Il y aura une pause de juillet-août et puis je rends le planning. Je l'enverrai par mail comme vous êtes inscrite. Il y aura le replay qui sera renvoyé et je mettrai le planning aussi pour tout le monde. Voilà. Voilà pour l'avant-première. Et puis l'idée, si vous avez envie de pouvoir échanger avec moi sur certains points qui vous semblent importants, voilà, j'offre un rendez-vous un peu diagnostic voilà, pour échanger plus individuellement sur les problématiques. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, mais comme on n'est pas beaucoup ce soir, je vais vous proposer aussi, si vous avez envie d'échanger des questions, Vanessa plus particulièrement, voilà, moi j'ai pas de deadline sur l'heure. Je vais juste arrêter peut-être le partage le temps que voilà, vous puissiez pour échanger sans que ce soit enregistré. Pour les personnes qui ont regardé le replay, merci d'être allé jusque-là et n'hésitez pas à me contacter si besoin, voilà, sur ce rendez-vous un petit peu diagnostic qui est offert. Voilà. J'arrête le partage. Non, c'est pas le partage. J'arrête l'enregistrement. Excusez-moi. J'ai arrêté le partage. C'est l'enregistrement que j'arrête.